décembre 2023, plus que quelques mois, nous séparent de la date fatidique des élections en République démocratique du Congo. Vous savez que dans le calendrier prévu par la CENI, les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre 2023. Ça sera pour la première fois un jour ouvrable, un certain mercredi. Et dans cette émission, les élections de 2023, on en parle parce que un député européen a séjourné qui séjourne à Kinshasa, il s'agit de Didier Reynders, qui est revenu sur la question électorale en République démocratique du Congo. Nous allons en parler au cours de cette émission. Mais la situation à Goma aussi, bien que ça évolue, certains militaires de la garde républicaine sont devant le juge. Mais est-ce qu'il fallait en arriver là? Est-ce qu'il fallait tirer à balles réelles pour que des Congolais perdent encore leur vie? Plusieurs décisions ont été prises, nous en parlons dans cette émission. Mais avant tout, un biscuit avant de prendre le dé thématique, affaire GLM. On en parle aussi dans cette émission. Les camps Kabila parlent d'une énième provocation, mais certains disent que c'est le camp du régime pense que c'était quand même évident qu'on puisse ouvrir ces routes parce que ça faisait quand même 17 ans que les Congolais ou les Kinois ne pouvaient pas circuler dans cette partie de la capitale. Ce sont là des sujets que nous allons aborder dans cette émission. Nous sommes sur ce plateau avec M. Eric Bilambadou, qui est cadre du Sénat. C'est avec lui que nous allons aborder toute la thématique que nous avons évoquée au cours de notre introduction. Je m'en vais déjà lui dire bonjour. Bonjour, cher frère. Comment vous allez? Oui, on se porte très bien, je me porte très bien et je tiens à vous remercier pour l'invitation et profiter de l'occasion pour saluer les téléspectateurs de votre belle émission Grande Analyse et à l'occasion aussi saluer les téléspectateurs qui nous suivent, les miens des SNAC et le Congrès national africain pour le réveil du Congo et bien évidemment son président national Aimé Pascal Mongolo-Konda. On commence par le dossier GLM. Oui. Quand le camp Kabila pense que c'est une provocation de plus, après lui avoir récupéré ou ravi les responsables de sa garde, après tant d'histoires, c'est sa concession ou son habitation qu'on vient toucher parce qu'il y a un mur qui a été démoli. Nous avons tous suivi les réactions dans les médias, dans les réseaux sociaux et du côté du pouvoir ou de l'Union sacrée dont vous faites partie, on pense que c'était logique qu'on puisse démolir parce que ça faisait 17 ans que les Kinois ou les Congolais ne pouvaient plus circuler dans ces coins de la capitale. Quel est votre point de vue par rapport à tout ce qui s'est dit? D'entrée de jeu, je dirais d'abord très brutalement qu'il ne s'agit pas d'une provocation, mais il s'agit plutôt d'une certaine applicabilité des dispositions urbanistiques requises de la ville de Kinshasa. Et s'il faudrait faire référence au croquis de la ville, plus précisément dans les contrées où a été érigé ce mur, vous comprendrez finalement qu'il s'agit de la place publique qui a été empiétée par le sénateur à vie, Joseph Kabila, parce que c'est de lui qu'il s'agit. Mais je ne pense pas avec les intentions de nuire à la République. Sûrement qu'à l'époque, son appréhension sécuritaire voulait à ce que, selon lui, je pense, ils sont en train de réfléchir entre guillemets à sa place, que le milieu soit sécurisé parce que c'est là qu'il passait ses nuits. Mais sinon, en termes de ce qui a été fait, c'est conforme à la loi. Seulement, ce que nous déplorons à moitié, c'est le fait qu'il n'y a pas eu dans ça des aménagements procéduraux pouvant aboutir à ce qui a été fait. Okay. Mais sinon, je pense qu'il ne s'agit pas d'une provocation. Provocation à l'actif de qui? Pour que ça donne quoi? Déjà, le sénateur avec Joseph Kabila vit aisément en République démocratique du Congo. Il sort quand il veut, il rentre quand il veut, il a ses affaires connues de tous les Congolais ici en République démocratique du Congo. Il n'a jamais été dérangé par le fisc. Il n'a jamais été dérangé par quoi que ce soit. Et pourquoi le provoquer autour d'une question liée à un mur érigé? Non, je ne pense pas. On doit être grand dans l'analyse, grand dans les réflexions. Il faudrait dire la réalité, comme je l'ai dit maintenant. En termes de procédures administratives, je confirme qu'il y a eu vice de procédure. On doit être honnête en intellectuel et en avocat, en juriste que je suis.
Et sur la question de démolir, c'est normal, les croquis renseignent. En tout cas, ce que moi je vis, je vais vous les donner peut-être à la fin de l'émission. Et le mur a été érigé sur la voie publique. C'est normal qu'on puisse démolir le passage au Quinois de plein droit. Donc vous comprenez, donc il ne s'agit pas d'une provocation. Et moi je pense que nous sommes dans un état de droit avec l'avènement Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. S'ils estiment vraiment que c'est allé à l'encontre de la loi, ce qui a été fait, et que c'était assimilable à une destruction méchante, les instances sont là à aller saisir la justice et ils auront gain de cause. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire. À la place de pleurer pour rien. Pour terminer ce dossier, certains Quinois pensent, une certaine opinion, pensent que cela a été fait par demande de Jean-Pierre Bemba. Déjà, avec Joseph Kabila, le courant n'est pas assez au bon terme et il a demandé pour que le mess des officiers soit récupéré parce que c'était aussi dans cette enceinte-là de GLM. Est-ce que vous êtes de cet avis? Je n'ai pas le format en termes d'installation des pièces dans les milliers en question. Je ne peux pas m'hasarder à soutenir ou non. Mais comme vous avez cité le nom de notre vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et qu'il serait en conflit privé avec Joseph Kabila. Certaines personnes pensent que oui, comme ils sont aux affaires, ils sont libres de penser comme ils veulent, mais ce qu'ils doivent retenir de moi en tant qu'avocat, je confirme qu'il y a eu vice de procédure, il fallait préaviser les sénateurs, les sénateurs, les propriétaires, parce qu'il se prétend être propriétaire de l'endroit. C'est-à-dire ici, il ne s'agit même pas d'un cas politique, il s'agit de Kabila comme individu propriétaire du lieu où a été érigé le mur. Donc il fallait les préaviser, l'avertir préalablement. Et bien naturellement, il fallait que les services de l'urbanisme descendent sur le terrain pour qu'ils puissent, parce qu'il ne fallait pas détruire. Les démolitions ne se font pas à la vaille qui vaille. Il y a des éléments géométriques qu'il faudrait prendre en compte pour ne pas léser les uns les autres. Donc tout ça n'a pas été fait. Et je pense qu'il y a vice de procédure. Il faut être honnête, en intellectuel, mais il faut écarter l'hypothèse de la provocation et encore moins l'hypothèse de l'acharnement du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba contre son frère Joseph Kabila. Voilà, merci beaucoup. C'était juste pour ouvrir cette émission. On prend la question électorale. L'électorat pour la présidentielle a été lancé. Oui. Du jour au lendemain, de candidats ne font que se prononcer. Oui. Un processus qui a connu tant de turbulences, mais curieusement, nous commençons apparemment à atterrir. Bien que jusqu'à ce jour, les kits électoraux ne sont pas encore arrivés, mais nous commençons à atterrir. Nous sommes pratiquement, je dirais, à 3 mois des élections. À 3 mois des élections, nous avons vu M. Didier Reynders qui a échangé avec le bureau de la CENI et il insiste sur la confiance du processus. Est-ce que je reste sur ça? Est-ce que ce processus peut aspirer confiance? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est-à-dire, au départ, Didier Reynders est convaincu que la population congolaise peut faire confiance à cette CENI, qui déjà est naturellement indépendante, mais seulement il ne voudrait pas que, selon en tout cas la lecture que j'ai faite de son point de vue, il ne voudrait pas que cette confiance soit en cours de parcours vers les élections entachées de vices ou bien des problèmes qui amèneraient, qui enlèveraient pardon, les manques de confiance pour cette CENI. Moi je l'ai dit clairement, heureusement vous l'avez bien dit, c'est une très belle phrase introductive de votre question, c'est-à-dire vous avez donné la réponse à la question. Vous-même, c'est-à-dire quand vous disiez déjà que on commence finalement à avoir un tempérament plus ou moins apaisé. Oui, apparemment. Non, c'est une réalité évidente. Hein. On commence à comprendre que le 20 décembre... Au début, on se disait, trop de sceptiques, voyons voir. Mais apparemment, on commence à avancer. Finalement, on commence à avancer. Donc voilà. C'est le dernier trimestre, apparemment. C'est le dernier. C'est-à-dire s'il faudrait vraiment quantifier et la question numérique des jours qui nous restent, il faudrait les ramener non au trimestre, mais il faudrait les ramener au jour.
il nous reste moins de 100 jours pour qu'on puisse aller aux élections en République démocratique du Congo. Et je pense que maintenant, les gens ont compris que finalement, le 20 décembre, il y aura élection. Au mois de janvier, il y aura passation de pouvoir entre soit celui qui va remplacer le chef de l'État, mais c'est l'hypothèse la plus redoutée. Du moment où le bilan est positif pour le chef, il va sûrement gagner les élections sans faire sa campagne maintenant. Donc moi, je suis en train de rassurer les Congolais, d'être confiants en cette CENI, de ne pas enlever la confiance, tellement j'exhorte les Congolais à la vigilance. Que les acteurs politiques qui vont compétir puissent prendre des dispositions opérationnelles, des dispositions techniques en termes d'observateurs et consorts, et pour que finalement on puisse avoir des élections équilibrées et puis transparentes. Moi je pense que c'est sur ça que les acteurs politiques doivent travailler, au lieu de commencer à tâtonner, au lieu de commencer à mettre du flou dans les têtes de leurs partisans. Et les élections auront bel et bien lieu. C'est seulement la question du jour, comme vous l'avez dit. Parce que moi, je suis très détaillé dans tout ce que vous dites quand je suis dans votre plateau. Et vous avez dit pour la première fois, il y aura des élections avec une journée ouvrable. Comment cela va se passer? Parce que c'est pas prévu par la loi. La loi prévoit les jours fériés ou les dimanches. On doit être respectueux des textes, même dans les détails. C'est-à-dire, maintenant qu'il y a encore du temps, il faudrait aménager les cadres juridiques pour qu'on reste dans le contexte de l'esprit et de la lettre de la loi. Vous comprenez? La loi voudrait à ce que les élections se tiennent soit un jour férié, soit un jour ouvrable. Or, dans l'hypothèse, dans les formats que nous avons, je pense que c'est tombé un mercredi. C'est un mercredi. Le 20 décembre, c'est un mercredi. Donc, parce que mon fils est né le 19 décembre, donc le 20 décembre, c'est un mercredi. Et ces gens-là qui vont travailler, est-ce que la journée sera décrétée fériée, chômé payé, ou il faudra que la CENI essaye de revoir et nous renvoyer peut-être le dimanche de la semaine en cours? L'esprit de la loi, quand la loi aborde la question des journées fériées, c'est-à-dire ça doit être une journée déjà listée comme férié. C'est-à-dire parmi les journées répertoriées. Or, dans les formats décembre, la République démocratique du Congo n'a pas un jour férié. Donc, la journée sûrement devra être décrétée, chômée et payée. C'est ça la logique. Mais à ce jour, cette question me revient toujours quand je parle des élections. C'est vrai que tout ce qu'il y avait comme turbulence, tiraillement, je commence à sentir comme si ça commence à s'apaiser. Surtout quand je regarde les confessions religieuses, c'est vrai que ces derniers temps, il y a Monseigneur Scholl et Monsieur Dodo, le pasteur Dodo Kamba, qui se tirent à boulet rouge, mais du moins, toutes les tensions commencent un peu à s'apaiser. Mais à ce jour, les kits électoraux ne sont pas encore en République démocratique du Congo. Ouais. Pas de commande, en tout cas. À ce que je sache, tout ce que la CENI fait communique. À ce jour, la CENI ne nous a pas encore communiqué l'achat des kits électoraux. C'est vrai qu'ils peuvent récupérer ceux de 2018, mais nous devons voir aussi la durée. 5 ans avec l'amortissement, c'est-à-dire il y aura d'autres machines qui ne fonctionnent plus. Ils doivent commander. Commander, arriver à Kinshasa et déployer sur toute l'étendue de la République. Cette question me revient toujours en tête. Est-ce qu'en termes de temps, la CENI n'aura pas de difficultés? Oui, avant de répondre à votre question, je commençais par glisser un mot relatif aux propos tenus par le président des... Je vais revenir sur ça. Vous allez revenir. Je vais revenir sur ça. C'est important. Oui, je vais revenir sur ça parce que cette question parce que ça. C'est parmi des questions prévues. Je vais revenir sur ça. Ok, mais pour aller directement à votre question, moi je pense que je l'ai toujours dit, je le répète encore que l'unique personne habilitée pour nous dire s'il y aura oui ou non, ou il y aura pas ou il y aura élection, c'est M. Denis Kadima. La question relative à l'arrivée au Congo, bien à Kinshasa, de quitter consorts, c'est une question d'ordre opérationnel, d'ordre technique de la CENI. Et on le voit à Kinshasa, il y a des maisons des immeubles qui se construisent en un mois. Vous avez 4 niveaux.
je pense ça, que c'est une construction. Je suis en train de... Mais le déploiement. Ces questions... Jusque chez nous, dans les fins fonds, là-bas, dans le Matambengi, ils doivent élire leur président et leurs députés. Ils vont s'assumer opérationnellement, sûrement, en termes d'arrivée et de déploiement des matériels. Nous, ce que nous retenons, c'est que, jusque-là, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, M. Kadima ne nous a pas encore dit que c'est constitutif d'un problème pouvant empêcher l'organisation des élections le 20 décembre. Il va s'assumer. Quand on est autorité, on assume les fonctions qu'on occupe. Donc, du moment où il nous renseigne pas officiellement que cette question pose problème, je pense que les dispositions sont en train d'être prises pour que le 20 décembre, on puisse avoir des élections. Donc, voyons voir ce qui va se produire. Bien, en termes d'analyse visible, nous sommes en train d'analyser. Ça présage un danger dans l'essence de la grandeur de la République, parce qu'il y a plusieurs partis qui sont sceptiques, qui disent qu'en 2023, on n'aura pas des élections. Vous avez tout... Non, ça c'est déjà passé. Ça c'est du passé. C'est du passé. C'est du passé, oui. Les élections, il y en aura. En 2023. En 2023, l'unique personne, je le répète encore à haute voix, qui nous dira qu'il n'y aura pas où il y aura élection, c'est M. Kadima, qui ne co-organise l'élection avec personne. Il est détenteur d'un pouvoir de l'État, mais d'une opérationnalité indépendante. Donc, on attend son point de vue, mais jusque-là, j'exhorte les bases. Le flou persiste encore. Il n'y a pas de flou. De mobiliser leurs bases, il ne faut pas rêver en regardant. Il est grand temps pour qu'à la fin, on ne dise pas qu'il y aurait des élections triquées. On nous chante la vérité des urnes. Il est grand temps. Quand Monseigneur Donatien Cholet, qui passe dans un média, qui dit que la CENI continue à s'entêter. Continue à s'entêter par rapport aux revendications. Et si on aboutissait à des élections qui pourraient nous amener à des turbulences après, il faudra s'en prendre. La CENI ne s'en prendra qu'à elle-même. Quelle lecture faites-vous? Parce qu'il y a eu des revendications. Ils ont demandé quand même la réaudit du fichier électoral qui n'a pas été faite. Et de leur point de vue, ils pensent que, c'est-à-dire la CENCO, qui fonctionne de manière simultanée avec le CC, ils pensent que la CENI continue à s'entêter par rapport à toutes les revendications qui ont été faites pour rendre ce processus un peu normal, parce que selon eux, le processus est un peu biaisé et ça va à l'avantage du régime. Non, ça ne va pas à l'avantage du régime. Le processus aussi n'est pas biaisé, mais seulement il y a certains, je ne sais pas s'il faut appeler ça incidents, certains aménagements de parcours qui ne marchent pas comme on l'aurait souhaité. Mais dire que c'est biaisé, c'est aller très loin. Moi, je m'en remets à l'abbé Monseigneur. Il n'est plus abbé, il est Monseigneur Cholet, pour qui j'ai beaucoup de respect de par mon appartenance religieuse. Je suis catholique. Je pense que c'est un homme de Dieu, c'est un homme de paix. Dieu c'est la paix, Dieu c'est l'amour, Dieu c'est la prédiction du bonheur et de la paix qu'on sort. Et il faudrait qu'il mette un peu de l'eau dans son vin, dans ses sorties médiatiques. D'abord, de par essence originale, il n'est pas ordinaire comme nous autres. C'est un homme de l'église, une personne écoutée de la communauté et hautement élevée en termes de rang ecclésiastique. Il doit amener un message de paix. C'est pourquoi j'étais en son endroit en train de dire que c'est bien bon d'appeler la population à la vigilance. Ça, c'est très important. La vigilance, elle est importante pour tous les Congolais. Non pas seulement de l'opposition, mais de la majorité comme de la société civile, comme des confessions religieuses. Mais dans son discours, je suis en train de voir un accent un peu révélateur des situations qu'on ne souhaite plus dans notre pays. Nous avons déjà une alternance et des avancées démocratiques. Je pense qu'en appelant la population à la vigilance, au contrôle et consorts,
il faudrait placer des phrases qui amènent cette même population-là à contrôler, à être vigilant, mais avec des sentiments patriotiques, qu'on puisse chuter avec des élections, nous amenant la paix. Mais en son temps, ils l'ont fait contre le régime Kabila. À cette période-là, c'était normal. Oui. Parce que le pouvoir est entre vos mains, que tous les dires de l'Église deviennent aujourd'hui comme une arme braquée vers le pouvoir. Non, non, on n'est pas en train d'assimiler cela à une arme braquée contre le pouvoir. Nous sommes en train... Vous savez, quand on est leader d'opinion, même les gestes à l'endroit des personnes qui vous suivent comptent. On sait les voir avec les Fali et consorts. Vous comprenez? C'est-à-dire, il suffit des mots d'ordre, il suffit d'un discours mobilisateur, tout le monde s'en prend, hein? Tout le monde suit. Alors, c'est un homme d'église, je pense qu'à la place de prédire ou bien de dire que la CENI s'entête en quoi, il y a eu audit de ces fichiers-là. Parce que selon eux, les revendications faites, la CENI ne veut pas prendre en compte tout ce qu'ils ont fait comme revendication. C'est ça le comble quand on s'amène avec un problème et la solution à son problème. C'est-à-dire, quand on ne rencontre pas la solution qu'on attendait du problème que vous amenez, et voilà ce que ça donne. Donc moi je pense qu'il doit avoir un discours de paix. C'est pourquoi, de façon très épidermique, Dodo Kamba a mal réagi. Il a mal réagi. Lui aussi... Vous soutenez qu'il a quand même mal réagi? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi j'ai toujours été pragmatique dans mes points de vue. J'ai toujours les snarks, hein, pour ne pas parler de moi. Le Congrès national africain pour le réveil du Congo. L'optique idéologique, c'est de dire la vérité. Là où c'est rouge, il faut appeler rouge. Là où c'est bleu, il faut appeler bleu. Là où c'est les blancs, il faut dire que c'est les blancs. Les discours de Cholet, Monseigneur Cholet, c'est un discours mobilisateur, mais les regrets dans ces discours, c'est le fait que l'on puisse mettre dans les têtes des Congolais qu'il y a un entêtement pouvant amener à un soulèvement. Ça, c'est pas bien. Maintenant, la réplique de Dodo Kamba, c'est bon comme réplique, parce qu'il a d'abord... à son sens, condamner le fait qu'un homme de l'Église puisse prédire un message pouvant amener un soulèvement à venir, ça c'est bon. Mais le comble, c'est qu'il a maintenant, il tend à exciter les services de l'État d'aller dans le sens de se saisir des propos de Monseigneur Cholet. Alors, voilà, c'est ce qui n'est pas bon. Cette guerre-là de clergé, cette guerre-là de berger, profite à qui? Non, je ne pense pas qu'il s'agit d'une guerre, mais il s'agit plutôt d'une certaine divergence de points de vue. Il s'agit d'un souci patriotique de part et d'autre, mais peut-être que les phrases n'ont pas bien accompagné. Vous comprenez? Donc, Dodo Kamba aussi, il a raison de faire sa réplique en tant que... homme d'église, responsable de l'église du réveil du Congo, mais seulement il a fauché à la fin quand il appelait les services de l'État d'être vigilants. Et là aussi, ce n'est pas un discours de paix, ce n'est pas digne d'un enfant de Dieu. Il fallait qu'il se limite à faire la reproche ou bien à donner un point de vue ecclésiastique dans le sens d'homme de Dieu, envoyé de Dieu, qui d'aller encore vouloir mettre dans la farine des personnes à suivre par les services de l'État, Monseigneur Cholet, choses que j'ai je peux jamais souhaiter pour ce processus. Vous ne souhaitez pas par rapport à votre appartenance, ou vous vous dites, Monsieur Monseigneur Cholet devant le juge. Imaginez les conséquences. Allez-y, faites-vous une figuration des conséquences. Qu'aujourd'hui Cholet, en plein processus électoral, soit entre les mains de l'ANER ou bien des services de sécurité, comme quoi il aurait déclaré que la CENI s'entête. Il y a des cas à gérer avec la République. Quand on gère les gens, en plus de la loi, il faudrait gérer les tensions sociales des personnes que vous gérez. Quand vous les gérez mal, vous les amenez à des soulèvements, à des histoires. Et je pense même que les deux, et dans leur discours, ils sont en train de mettre au centre, en priorité, le Congo, dans un sens comme dans un autre. Oui. Mais sinon, les deux ont fauché, c'est trop fort, mais les deux ne se sont pas rencontrés. Dans leur façon de penser. Dans leur façon de penser, je pense. Voilà, je pense que c'est par ce mot que nous allons mettre un point sur
les élections et nous allons aborder ce qui s'est déroulé à Goma. Ça fait très mal en dehors des tueries de M23, de tous ces groupes armés que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo. Des Congolais trouvent la mort, mais cette fois-ci tirés par la garde républicaine. Est-ce que c'était important qu'on puisse donner l'ordre de tirer à balles réelles? Est-ce qu'ils étaient si dangereux, ces personnes qui marchaient, demandant le départ de la MONUSCO et de la force régionale de l'EAC? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'il y a eu un ordre mal donné? Surtout qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Est-ce qu'il y a eu un ordre mal donné? C'est vrai que la délégation du gouvernement qui séjourne à Goma a eu à prendre, à lever des options, des décisions ont été prises. Si 6 militaires de la GR sont devant le juge, ils sont en train d'être jugés dans un procès de flagrance des officiers et 4 soldats de rang. Mais à ce jour, le gouverneur du Nord Kivu est rappelé à Kinshasa. Nous ne savons pas, il est rappelé pourquoi. Nous le saurons le jour où il va arriver pour savoir pourquoi il a été rappelé. Parce que c'est lui le gouverneur. Est-ce qu'il a donné, il a mal donné son ordre? D'où est venu cet ordre de tirer? Nous le saurons peut-être dans les jours à venir. Mais à ce jour, nous continuons à pleurer parce que à l'Est, c'est vrai que des Congolais meurent parce qu'il y a des groupes armés. Mais nous pleurons aussi plus de 40 Congolais qui ont perdu la vie parce que la garde républicaine a tué sur ces Congolais. Monsieur Eric Bila, quand vous avez appris cette nouvelle, comment est-ce que vous vous êtes senti? Surtout que cela était devenu comme la une de France 24. Moi, je l'ai suivi sur France 24. Ils ont laissé l'affaire du Gabon, qui faisait la une de France 24, pour parler de ces morts tués par la garde républicaine. Comment vous vous êtes senti? D'abord, en congolais, c'est avec beaucoup de tristesse et beaucoup de regrets que j'ai appris cette très mauvaise nouvelle. Voilà, donc je tiens au nom de SNARC, le Congrès national africain, et de son président national, Aimé Pascal Mongolo Konda, à présenter les condoléances aux familles éprouvées. Je viens en appui au dispositif pris par le gouvernement en termes de prise en charge des funérailles et consorts. Ça, c'est un aspect accessoire parce que la vie reste sacrée. Oui. Il n'y aura jamais d'équivalent à la vie, au souffle de vie. Et ces Congolais qui sont partis brutalement ne méritaient pas cela comme traitement. Ça, on doit se le dire. La disproportionnalité avec lesquels on a massacré, si je dois le dire comme ça, ces Congolais doit être réprimé et sérieusement et efficacement. Les gens sont déjà dans leur souffrance à l'Est, vous connaissez tout ce qu'ils vivent comme problème. Et ils étaient dans l'exercice d'un droit constitutionnel et le voir finir comme des animaux, comme des mouches, ça c'est condamnable. On ne doit pas faire passer des choses comme ça. Je pense que les enquêtes doivent être menées, les responsabilités doivent être établies à tous les niveaux et je pense même que les condamnations doivent tomber autour des personnes qui seront responsabilisées comme auteurs ou co-auteurs de ces crimes commis à l'endroit de nos frères et sœurs de l'Est. C'est choquant que de voir des gens aller mourir pour des causes aussi normales. C'est vraiment condamné, Au nom des SNARC, nous tenons à ce qu'il y ait un procès vraiment équitable, un procès public, et que les auteurs soient condamnés, que ça finisse pas de façon négligée. Parce que les Congolais sont déjà... Beaucoup sont partis, il ne faudrait pas qu'on ajoute à ce nombre de paisibles Congolais déméritants de ces traitements. Sur la question de la garde républicaine, ici il n'est pas une question de cibler
ou d'identifier les auteurs en termes d'appartenance militaire. Non, ici il est question seulement de condamner ces gens qui ont tiré sur le paisible Congolais. Il faut voir dans quelles conditions ils étaient pris. Ces gens qui sont partis, certains même, c'est à court de souffle dans les véhicules qui rendaient les armes. Il faut de suivre, c'est France 24 et d'autres médias. Ça n'honore pas la République. Dieu merci que le chef de l'État s'est senti concerné, très concerné d'ailleurs. Il a instruit, il a même initié une commission. Vous avez vu les vice-premiers ministres de la Défense, celui de l'Intérieur et puis celui des droits humains descendre sur le terrain. Je pense que c'est une alerte, c'est un signal que tous les Congolais, les chefs de l'État compatissent à ces drames et je pense que les responsabilités, les moments venus seront établis. Vous êtes de l'Union sacrée. Oui. Vous soutenez le chef de l'État. Oui. Je vais essayer de faire un parallélisme. À son temps, la Kabylie, où le président honoraire Joseph Kabila, nous avons vécu un tel crime avec nos frères de Bundu Dia Congo. Oui. Tout le projecteur était rivé sur Kabila. Ils ont dit Kabila Moutabomi, Kabila Moutabomi, Kabila Moutabomi. Dans le contexte de il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Okay. À ce jour, le premier mandat du président de la République, parce qu'il peut en briguer un second, sûrement, touche à sa fin, mais avec des tueries de ce genre, qui ne vient pas des rebelles, qui vient d'une armée auquel lui, il est le commandant suprême. Ne pensez-vous pas que ça peut peser à la balance de son électorat dans cette partie de la République? Non, les Congolais sont devenus très matures dans les analyses des faits. C'est ça l'avantage que nous avons aujourd'hui. Les gens savent comprendre les choses. Et les gens savent conclure aussi avec des bonnes analyses des situations. Et du temps de Kabila, les sénateurs à vie, pour qui j'ai beaucoup de respect, c'est pratiquement similaire à la situation Bundu Dia Congo, avec Mwandanse, mais effectivement, c'est vraiment similaire. Si on arrivait à dire que c'était Kabila à l'époque, je pense qu'il était ciblé en termes de régime, je pense. Logiquement, en termes de régime, des régimes, c'est-à-dire les faits se sont produits pendant qu'il exerçait en République démocratique du Congo comme chef de l'État. Et voilà. Et aujourd'hui, la situation réapparaît. La situation réapparaît, mais avec Félix Tshisekedi, président de la République. Un homme prônant l'état des droits et déterminé à finir la guerre. Mais il y a des tueries. Il y a eu tueries. C'est pourquoi je suis en train de dire qu'obligatoirement, il doit y avoir des enquêtes. Il doit y avoir des enquêtes pour établir les responsabilités. Si à l'époque, la charge a été mise sur les chapeaux de Kabila. La charge sociale. Et aujourd'hui? La charge sociale. Et aujourd'hui, sociale, ou tout ce qu'on peut dire, c'est Kabila qui était président. Au Congo central, vous savez ce que ça produit. Kabila s'est créé beaucoup d'ennuis sur le peuple né Congo à cause de cette situation. Et à ce jour, il y avait une très mauvaise gestion de l'affaire à l'époque. C'est ça que en fait, j'essaie de faire ce parallélisme. Je comprends. Si Kabila a porté cette charge, bien que ce n'est pas lui qui a tiré. Sans prendre mot, avec Kabila, il y avait un procès ouvert autour de la question Bundu Dia Congo à l'époque. C'est moi qui vous pose des questions. Justement. Je vais vous laisser le temps de réfléchir. À ma connaissance, il n'y a jamais eu des... À ma connaissance, je dis bien. Il n'y a jamais eu. Il n'y a pas eu un procès public autour de la question Bundu Dia Congo. Il n'y a jamais eu de condamnation. Des gens qui seraient auteurs de ces tueries. Et je pense pas. Je ne suis pas en train de me voir ça dans mon imagination. J'entre seulement dans ce que vous dites. S'il n'y a pas eu procès, ici il y a procès, est-ce que vous pensez que cela va aboutir? Parce que nous connaissons comment est-ce que si le chef de l'État lui-même dit que s'il y a une tâche
dans son mandat. C'est cette tâche-là de la justice qui ne lui a pas permis. Vous avez suivi sa sortie médiatique avec son porte-parole. Est-ce que vous pensez que ce procès aboutira pour que les responsabilités soient établies? Bien évidemment, bien évidemment. Les premiers citoyens de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, est très regardant du côté sacré des vies de sa population. Il est dérangé pour ça. Rapidement, il a instruit une commission et il y a même une commission, il y en a eu plusieurs. Une procédure. Ils sont jugés en flagrance, non? Ces policiers qu'on sort. Le procès, il y en a eu, les commissions, il y en a eu plusieurs. Plusieurs, nous n'avons pas trouvé de solution. Plusieurs. Non, ça sera... Pas seulement dans cette logique de tuerie, mais les commissions, nous en avons eu plusieurs. Ça sera un procès équitable et public, comme ça se passe déjà, et les condamnations, les responsabilités amèneront les condamnations. Et dans ça, moi je pense que, comme je l'ai dit d'entrée de jeu ici, la vie humaine reste sacrée. Et la charge qui reste à la République, c'est de les honorer de façon vraiment compassionnée et que les responsabilités soient établies. Mais il ne faudrait pas faire des situations. Mais non, ce sont des situations similaires. Il ne faudrait pas amener la similarité à la proximité. Non, 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 non. Ici, nous sommes dans un format où la République s'est sentie concernée. Automatiquement, il y a eu déclenchement d'une action publique à l'endroit des auteurs. Les responsabilités seront établies, chacun selon le rôle qu'il aurait joué dans la commission de ces crimes. Seulement aussi, je vais ajouter une mention importante, parce que nous avons un rôle pédagogique. Il ne faudrait pas que nous, politiciens, on se limite seulement à brandir devant les gens, les téléspectateurs qui nous suivent les problèmes. Il faudrait, pour chaque problème, pour chaque situation de la République, s'amener aussi avec des solutions. C'est ça les formats que moi j'aime quand je suis à la télé, ou bien quand j'analyse quelque chose. Il y a un problème sérieux autour de nos forces armées, autour de notre police, de nos services de sécurité. Il faut un sérieux travail de recyclage et de réforme. Un sérieux travail de recyclage et de réforme. Et je pense que c'est sur ça que les Congolais, les autorités militaires et les services de sécurité de notre pays doivent travailler. En tout cas, moi je pense qu'à mon avis, certaines personnes, de par leur situation mentale, de par leur situation scolaire, de par leur situation physique, ne sont pas compatibles à la tenue, ne sont pas compatibles au port d'armes. C'est une question qu'on doit vraiment prendre en compte et prendre au sérieux. Et l'armée, ce n'est pas la poubelle. Ce n'est pas parce qu'on a échoué dans la vie qu'il faut aller finir les choses au sein de l'armée. L'armée, c'est pour des personnes propres mentalement, pour des personnes propres physiquement, pour des personnes de taille intellectuelle moyen. En tout cas, s'il faut le dire brutalement comme ça. Donc, ce travail de recyclage doit commencer à être fait. Les premiers réflexes, quand il y a une situation de soulèvement ou bien de sortie en public de la population, ce n'est pas d'aller utiliser... D'abord, préalablement, c'est une erreur que d'abord de mettre en ligne d'attaque pour des personnes qui sortent pour manifester qu'il y a un droit constitutionnel, des personnes armées avec des balles réelles. Il se pose un problème. Mais certains pensent que, il y a un problème. Certains pensent que dans cette province, ils sont dans un régime spécial, donc tout ce qui bouge pourrait être suspect. Le régime spécial ne veut pas dire commencer à tuer les Congolais. Le régime spécial, c'est dans le sens, ça ne veut pas dire commencer à éviter l'usage constitutionnel des droits des Congolais. Non. Ils étaient dans leur droit que de revendiquer. Il faudrait, pour des situations pareilles, d'abord, que l'autorité urbaine prenne des dispositions dans le sens de réattention de l'itinéraire à suivre s'il s'agissait bien évidemment d'une marche. Et il faudrait, sur le plan logistique, que les autorités puissent doter les militaires des armes non réelles. Des balles en caoutchouc. Des balles en caoutchouc, par exemple. Et encadrer les sorties ou bien les manifestations des gens. Alors, déjà, quand une personne vous les dotez d'armes réelles et qu'il n'a que ça pour défense, vous voulez qu'il utilise encore quoi? C'est ce qui est condamnable. C'est ce qui est condamnable. C'est ce qui est condamnable. Vous amenez une personne, vous lui donnez
le rôle d'aller sécuriser les gens. Et il a une arme à feu. Une arme à feu. En cas d'attaque, la légitime défense, c'est-à-dire pour lui, l'unique moyen de se défendre, c'est l'arme à feu qu'il a pour se défendre. Or, déjà, dans l'esprit de la personne que vous envoyez sur le front, c'est-à-dire dans la ligne des gens qui viennent manifester, si vous lui donnez par exemple une arme à caoutchouc, avec des balles à caoutchouc, son tempérament mental diffère de celui qui a une arme en fait. Et automatiquement, dans le chef des manifestants, c'est la même réaction d'alerte dans l'air mental. C'est-à-dire, comme nous sommes en face de personnes qui ont des armes réelles, qui peuvent nous tuer, donc s'il est question d'une incompréhension, on doit se défendre en conséquence. C'est-à-dire, la conséquence c'est quoi? C'est de chercher soit à désarmer celui qui a une arme. Voilà, il faut se décorer ces formats de choses. Moi ici je suis en train de dire qu'il doit y avoir un sérieux travail de recyclage de notre police et de nos services de sécurité. Et on doit réactiver les structures psychologiques pour qu'il y a des gens qui sont non compatibles à faire l'armée ou la police. Déjà avec les autorisations de port d'armes. En principe, ça se passe très mal dans nos pays africains, particulièrement dans notre pays. Il suffit seulement de vous amener avec votre identité. Il suffit seulement que vous puissiez dire que je suis en insécurité et que pour que je me sécurise, donnez-moi une arme. On vous les donne, hein? On vous les donne moyennant caution et consort. Or, ça ne devrait pas être le cas. Normalement, le préalable le plus important, c'est la compatibilité mentale de l'état de la personne et l'usage de l'arme. Il y a des personnes qui sont mentalement incompatibles. Moi-même, je m'instigue un exemple. J'ai un tempérament psychologique pour lequel je me dis et je ne suis pas compatible à être détenté à porter arme. Voilà. Déjà, si de par moi-même, je me sens pas tellement en équilibre dans ce sens-là, et à combien plus forte des raisons des gens qui sont non compatibles, mais qui, à force des moyens, arrivent à avoir des armes avec eux. C'est pourquoi on a des crimes. Je ne pense pas qu'au niveau de ces services-là, il y a des dispositifs médicaux dans le sens de suivre les gens. Nous avons pratiquement touché à la fin. Un dernier mot à tous ces Congolais qui vous ont suivi. Oui, les derniers mots, je commence par réitérer mes condoléances parce qu'il s'agit d'une situation vraiment de détresse pour notre République. Au nom de mon parti, le SNAC, le Congrès national africain pour le réveil du Congo, au nom de son président national, nous réitérons nos condoléances à l'endroit de ces paisibles Congolais. Nous souhaitons à ce qu'il y ait un procès équitable, un procès public dans lequel les responsabilités en termes d'enquête seront établies et dans lesquelles il y aura des condamnations. Pour la question électorale, les Congolais doivent finalement se dire et se rendre compte qu'on est à moins de 100 jours des élections, que l'organe qui nous organise les élections, la CENI, soit conséquente pour que les choses se passent comme les Congolais le veulent, dans le respect des textes, et que les Congolais puissent se préparer pour voter utile. Ne pas voter parce qu'on vous a donné un $100, ne pas voter parce qu'on vous a donné un $20, mais voter parce qu'il s'agit de la République qui est mise en jeu. Pour les hommes de Dieu, parce que je suis en train de faire un toilettage de tout ce qu'on a eu à parcourir comme sujet, non seulement à l'endroit de l'Église catholique, non seulement à l'endroit de l'Église des réveils, mais pour toutes les confessions religieuses, je pense qu'il faudrait appeler, il faudrait être mobilisateur ou bien messager d'un discours de paix à l'endroit de vos fidèles. Et leur montrer que les élections c'est un droit, c'est un devoir civique et qu'on doit aller voter parce qu'il s'agit de la République, et ne pas s'amener avec un discours pour pouvoir mettre le flou dans les têtes des fidèles, encore moins leur inciter à des révoltes. Voilà, donc je pense qu'ils doivent jouer un rôle de paix. Pour les camps de Joseph Kabila, Kabange, ils doivent être tranquilles. On a vraiment largement dépassé. Juste 30 secondes. Ils doivent être tranquilles, ils sont dans un état de droit avec Fatih.
Voilà. Merci beaucoup. C'est par ce mot de notre invité que nous mettons un point final à cette émission. Vous qui nous avez suivis, vous avez besoin de passer sur ce plateau pour donner votre point de vue par rapport à tel ou tel autre sujet. Appelez-nous sur ce numéro qui est sur votre bas d'écran. Mais juste avant de terminer, un conseil. Dans la vie, il faut toujours faire du bien. Oui. Et quand vous faites du bien à quelqu'un, cela ne sert à rien d'aller rencontrer aux gens. Okay. Et s'il est ce qu'il est, c'est parce que moi, je dis faire quelque chose. Okay. La Bible dit, quand vous donnez avec la main gauche, que la main droite ne puisse pas savoir. Merci beaucoup à l'équipe technique qui m'a accompagné, Samuel Ilunga. Je te dis merci, Rabbi Fouka. Je vois à la régie finale Gelor Mouya que nous appelons communément Coco. Merci beaucoup. On se retrouve demain avec le même plaisir et avec d'autres invités. Bye bye. Bye bye.